que je dormais. C'est la seule raison pour laquelle j'ai entendu ce qu'ils ont dit. La porte de la chambre était entr'ouverte et j'ai entendu sa voix. Douce, mais claire. Demain, on la placera en maison de retraite. Je n'ai pas bougé. Assise sur le lit dans le noir, les mains à plat sur les genoux, mon sac était déjà à moitié plein de vêtements. J'avais commencé à faire mes valises après le dîner. Non pas parce que je savais que j'allais partir, mais simplement parce qu'une petite voix intérieure me disait que je devais être prête. 2 mois avant cette nuit-là, j'avais emménagé chez mon fils David. Ma petite maison était devenue trop difficile à entretenir après mon opération de la hanche. David m'avait dit, « C'est mieux que tu restes ici, maman. On s'occupera de toi. » Je l'ai cru. J'ai vendu ma maison. J'ai viré tout l'argent sur son compte. Il a dit qu'il l'investirait pour moi. Je n'ai posé aucune question. Je ne voulais pas donner l'impression de ne pas lui faire confiance. Je voulais croire qu'il m'aimait suffisamment pour vouloir que je reste. Mais l'amour, ce n'est pas avoir une chambre d'amis. C'est la façon dont quelqu'un vous parle. S'il vous remplit votre tasse à table. S'il soupire quand vous lui demandez quelque chose de futile. Ce soir-là, j'ai dîné seule dans la cuisine. Rachel, la femme de David, m'a dit qu'il sortait 1 heure. Elle m'a laissé des restes dans des boîtes en plastique. Manger seule ne me dérangeait pas. Ce qui me gênait, c'était la façon dont elle regardait sa montre quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Comme si même quelques secondes avec moi étaient une perte de temps. Je venais de finir de laver ma tasse quand ils sont rentrés. Je suis restée dans ma chambre jusqu'à ce que je les entende monter. Puis j'ai commencé à me préparer pour la nuit. J'ai laissé la porte entr'ouverte pour que le chat puisse entrer. C'est alors que je l'ai entendu. Sa voix. Ce murmure. Elle ralentit, a dit Rachel. Et elle n'arrête pas de demander de l'argent. On s'en occupera demain. Discrètement. Je suis restée figée un long moment. Même après que leur pas se soit arrêté et que la porte de leur chambre se soit refermée. Alors j'ai bougé. Silencieusement. Prudemment. J'ai fermé ma porte. Je l'ai verrouillée. J'ai sorti mon sac de sous le lit. Je n'ai pas pleuré. Je ne pleure plus facilement. Mais mes mains tremblaient tandis que je pliais mon pull en laine. Ce pull gris, disait toujours David, qui me vieillissait. J'ai ajouté mes papiers. Mon passeport. Mon dossier médical. Et le dossier que j'avais trouvé la semaine dernière dans le tiroir du bureau de David. Celui avec mon nom écrit dessus. Il était 00:43. Je ne savais pas où aller. Je savais juste une chose. Je devais partir avant qu'il ne transforme ce murmure en réalité. Dehors, la rue était silencieuse. Le quartier semblait trop parfait. Des maisons identiques. Des voitures propres. Des trottoirs sans la moindre fissure. Je ne me suis jamais sentie à ma place ici. Jamais. J'ai ouvert la porte d'entrée sans un bruit. Mes chaussures dans une main. Mon sac dans l'autre. Je n'ai pas laissé de mots. Que aurais-je pu dire? Je me suis arrêtée au bout de l'allée. J'ai regardé en arrière vers la maison où vivait mon fils. Où mon nom n'était plus le bienvenu. Puis je me suis retournée et j'ai marché vers l'inconnu. Le sac me paraissait plus lourd à chaque pas. Non pas à cause de son poids, mais à cause de la honte qui me pesait. Je ne savais pas où j'allais. Je savais seulement que je ne pouvais pas rester. L'arrêt de bus était à 2 rues. Je marchais pieds nus. La rue était fraîche grâce à l'air nocturne. Le silence m'oppressait comme un lourd manteau. J'ai dépassé 3 maisons. Soudain, un détecteur de mouvement s'est allumé et je me suis retrouvée dans un cercle lumineux. Je me suis arrêtée. Prise en flagrant délit. Un instant, j'ai eu envie de faire demi-tour. De frapper à la porte. De dire qu'il y avait eu un malentendu. De dire que j'étais fatiguée et que j'avais mal compris. Mais je n'avais pas mal compris. Le murmure était clair.
Demain, on la placera en maison de retraite. Et le silence qui a suivi était encore plus assourdissant. David n'a rien dit. Pas un mot. Pas un « c'est trop ». Pas un « c'est ma mère ». Pas même un soupir. Juste le silence. Un silence qui disait « Très bien ». Je me suis assise sur le banc métallique à l'angle de Pine Street et d'Oak Avenue. Le dernier bus arriverait dans 12 minutes, si l'horaire était toujours le même. Je n'avais pas pris le bus depuis avant l'opération. Depuis avant que je ne renonce aux derniers vestiges de liberté qui me restaient et que je n'emménage dans une maison où je ne me sentais pas à ma place. La rue était déserte. Une lumière de Porsche clignotait de l'autre côté de la rue, mais personne n'est sorti. J'ai enfilé mes chaussures et fermé ma veste. Non pas parce que j'avais froid. C'était le début de l'automne et la nuit était douce. Mais parce que j'avais besoin de me sentir en sécurité. J'ai regardé l'enveloppe dans mon sac. Je ne voulais pas la trouver. Il y a une semaine, je cherchais des piles dans le tiroir de la cuisine. Rachel en gardait toujours en réserve. Elle était toujours très stricte sur ce qui lui appartenait et ce qui ne lui appartenait pas. Au lieu de cela, j'ai trouvé une épaisse enveloppe blanche avec mon nom dactylographié dessus. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, il y avait des copies de documents que je n'ai pas reconnus au premier abord. Une procuration que je n'avais jamais signée. Des relevés bancaires. Des virements. Des demandes d'indemnisation. Ma signature figurait au bas de chaque document. Mais ce n'était pas la mienne. Pas tout à fait. Assez proche pour tromper quelqu'un qui n'y regarderait pas de près. Assez proche pour un employé de banque pressé. Ou un notaire qui ne poserait pas de questions. L'écriture imitait mon style. Mais l'inclinaison était incorrecte. Un faux bien rodé. J'ai replié les papiers et les ai remis à leur place. Je n'ai pas fait un bruit. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je fixais le plafond. Des choses qui ne m'avaient pas paru étranges auparavant me sont revenues en mémoire. La façon pressante dont il m'avait poussé à vendre ma maison. La façon dont David gérait tous les appels avec le conseiller financier. La manière discrète et rapide dont Rachel avait pris en charge mes médicaments et classé mes dossiers. Le murmure que j'ai entendu ce soir n'était pas le début. C'était l'étape finale d'un plan qui durait depuis des mois. Le bus est arrivé. Je me suis levée. J'ai tiré mon sac derrière moi. Je suis montée à bord. Le chauffeur, un homme corpulent d'une 50aine d'années, m'a à peine regardé. « Où ça ?» demanda-t-il. « En centre-ville, dis-je. Près de l'ancienne bibliothèque. » Il hocha la tête. « Vous rentrez tard. » Je n'ai pas répondu. J'ai regardé les rues désertes défiler tandis que le bus avançait. Les réverbères clignotaient sur les vitres. Chaque éclair, une pensée. Il savait. Elle avait menti. Il voulait que je parte. 20 minutes plus tard, je suis descendu dans un quartier que je n'avais pas revu depuis des années. L'hôtel dont je me souvenais avait disparu. À sa place se dressait un grand immeuble de verre. J'ai marché jusqu'à trouver un petit motel niché entre une station-service et un restaurant ouvert toute la nuit. La femme derrière le comptoir a à peine levé les yeux quand j'ai dit « Une nuit ». La chambre était petite. Assez propre. Elle sentait la javel et une odeur de renfermé. Une odeur tenace. J'ai verrouillé la porte derrière moi et posé mon sac sur la chaise. Ce n'est qu'alors que j'ai expiré complètement. Assise au bord du lit, j'ai regardé mon téléphone. Aucun appel manqué. Aucun message. Bien sûr que non. Il ne l'avait pas encore remarqué. Ou alors il l'avait remarqué et avait décidé de ne pas se soucier de savoir où j'étais allé. Le pire, ce n'était pas le murmure. Ce n'était même pas la fausse signature ni les faux sourires. C'était de savoir. De savoir qu'à un moment donné l'année précédente, j'avais cessé d'être la mère de David. J'étais devenue un compte. Une signature.
Une chambre qui coûtait plus qu'elle ne rapportait. Un fardeau. J'ai enlevé mes chaussures et me suis allongée sur le lit. Entièrement habillée. Je n'avais pas peur. Pas encore. Ça viendrait plus tard. Ce soir, j'étais juste fatiguée. Mais demain, ça commencerait. Je n'ai pas beaucoup dormi. Les draps étaient raides. Le réfrigérateur bourdonnait comme un train lointain qui ne s'arrête jamais. Allongée sur les couvertures, je fixais le plafond fissuré. Je repassais tout en boucle. Son murmure. L'enveloppe. La façon dont David évitait mon regard pendant le dîner. Je n'ai jamais voulu être un problème. Je ne suis pas venue chez eux avec de grandes attentes. Je pensais donner un coup de main pour les courses. Peut-être passer du temps avec Rachel. Peut-être voir davantage les enfants. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Ils étaient toujours trop occupés. Trop d'horaires. Et peut-être étais-je trop vieille pour être intéressante. Au début, c'était des broutilles. Mon fauteuil préféré a été déplacé au garage. Ma tasse à thé a été remplacée par une nouvelle, plus fine et plus jolie, mais qui me brûlait les doigts. Rachel a réorganisé le garde-manger. Elle disait que c'était plus pratique maintenant. Mais je ne trouvais jamais le sel. David disait que c'était pour mon confort. Mais j'avais toujours l'impression d'être contrôlée, et non pas qu'on prenait soin de moi. Je me suis levée avant le lever du soleil et j'ai préparé du thé avec la petite bouilloire rouillée du motel. Il avait un goût de métal. Mais il était chaud. Et j'avais besoin de quelque chose à tenir. Le silence dans cette chambre était différent de celui de leur maison. Là-bas, l'atmosphère était tendue. Menacée. Prête à me reprendre si je restais assise trop longtemps ou si je montais le son de la télé trop fort. Ici, c'était juste le silence. Aucun jugement. Juste l'immobilité. J'ai ouvert mon sac pour me changer, et je me suis arrêtée de nouveau devant l'enveloppe. Je ne l'avais pas rouverte la veille au soir. Savoir que ça existait m'avait déjà coupé le souffle. Mais ce matin, il me fallait le voir. Il me fallait savoir exactement ce qu'ils avaient pris. Les papiers étaient bien rangés. Agrafés ensemble. Des copies. Pas les originaux. Peut-être qu'ils étaient censés être détruits. Peut-être que Rachel avait oublié de les ranger dans le tiroir. Il y avait 3 documents principaux. L'un d'eux était une procuration générale. Elle autorisait David à agir en mon nom pour les questions financières et juridiques. Banque. Propriété. Décision médicale. Signée à mon nom. Témoin. Même notarié. La signature était correcte. Pas parfaite. Mais presque. Je l'avais déjà vue. Sur des cartes d'anniversaire que Rachel remplissait quand David était occupé. La même légère courbure des lettres. La même perfection forcée. Le deuxième document était l'historique des transactions du compte d'investissement de David. Plusieurs virements depuis un compte à mon ancienne adresse. Celui lié à la vente de ma maison. 180 000 $ disparus en 4 mois. Pas un seul coup de fil pour me demander si j'avais besoin de quoi que ce soit. Pas un mot. Le troisième document était un brouillon de demande. Résidence pour personnes âgées. Mon nom, soigneusement dactylographié en haut. Âge. Antécédents médicaux. Remarques sur la mobilité. Une ligne se détachait. En gras. La patiente présente des signes précoces de perte de mémoire. C'est ce que Rachel a dit la semaine dernière quand je n'arrivais pas à trouver les clés de la maison. Peut-être qu'il est temps de faire vérifier ta mémoire, maman. Elle l'a dit d'une voix douce. Une main sur mon épaule. J'ai ri. J'ai cru que c'était une blague. Apparemment, non. J'ai replié les papiers lentement. Mes mains étaient désormais fermes. J'en avais assez d'être sous le choc. Assez de faire confiance à son intuition. Je ne voulais pas me venger. Pas vraiment. Ce que je voulais, c'était à moi. Mon nom. Mes choix.
Ma voix. J'avais passé des décennies à élever un petit garçon qui accourait vers moi quand il se faisait une égratignure au genou. Qui avait pleuré la première fois que son chien était mort. Je ne sais pas à quel moment ce petit garçon est devenu un homme qui me considère comme un objet jetable. Mais je n'allais plus lui demander son amour. Certaines choses, une fois brisées, ne se réparent pas. À 8 heures, j'ai appelé un taxi. Le chauffeur était jeune et poli. Il n'a pas posé de questions quand j'ai dit « Emmenez-moi à la Riverside Bank, agence du centre-ville ». Assise à l'arrière, je serrais mon sac contre moi comme une bouée de sauvetage. C'était la même banque où David m'emmenait signer des papiers. Je le laissais toujours parler aux employés. Il disait qu'il expliquait mieux les choses. La femme à l'accueil portait un badge où il était écrit « Angela ». Elle a souri. Puis son sourire s'est effacé en voyant mon visage. Je voudrais parler à un responsable, ai-je dit. Il s'agit d'une procuration et d'un contrôle financier. Elle a hoché la tête rapidement et a disparu dans un couloir. Quelques minutes plus tard, un homme en costume gris est apparu. La trentaine. Rasé de près. Le regard fatigué. Madame Brox, a-t-il dit. Je suis James. Allons à mon bureau. À l'intérieur, je lui tendis l'enveloppe. Je ne donnai aucune explication. J'attendis simplement qu'il feuillette les pages. Après un long silence, il leva les yeux. Avez-vous signé cette procuration? Non. Vous souvenez-vous avoir approuvé ces virements? Non. Quelqu'un a-t-il accédé à vos comptes en votre nom récemment? Mon fils. David Brox. Il hocha la tête, les lèvres pincées. Madame Brox, c'est grave. Falsifier une signature sur un document légal est un délit. Et si ces fonds ont été transférés à votre insu, nous devrons ouvrir une enquête interne. Je ne suis pas là pour porter plainte, dis-je. Pas encore. Je suis là pour tout arrêter immédiatement. James se pencha en avant. Vous voulez révoquer cette procuration? Oui. Aujourd'hui. Et bloquer tout accès qu'il a à vos comptes. Tout. Annuler les prélèvements automatiques. Couper l'accès partagé. Et j'aimerais transférer les fonds restants sur. Je pris une inspiration. Je n'avais pas encore pris cette décision. Mais soudain, c'était clair. Sur un nouveau compte. À mon nom uniquement. J'aurais besoin d'aide pour configurer un accès sécurisé. Et à terme, je souhaite en transférer la gestion à quelqu'un d'autre. Mais pas à mon fils. James acquiesça. C'est tout à fait possible. Nous avons passé l'heure suivante à tout vérifier. Chaque paiement approuvé par David. Chaque formulaire fait certifier conforme par Rachel par l'intermédiaire d'un ami. Ce n'était pas simplement du vol. C'était de l'effacement. Un effacement discret et poli. Quand je suis sorti de la banque, il était presque midi. J'avais mal aux pieds. J'avais mal au dos. Mais je me tenais plus droite. C'était le premier jour depuis des mois où je m'appartenais. Je suis sorti de la banque dans l'air frais et léger de la fin de matinée. La ville commençait à s'éveiller. Les voitures klaxonnaient. Les gens se croisaient, une tasse de café à la main, le téléphone collé à l'oreille. Je suis restée immobile un instant, le col de mon manteau fermé. Incertaine de ce que je devais faire. Je n'avais pas réfléchi aussi loin. J'ai marché plusieurs rues. Lentement. Jusqu'à trouver un banc sous un vieil arbre, face à un parc. Je me suis assise. J'ai posé mon sac à côté de moi. J'ai laissé mes mains sur mes genoux. L'enveloppe était toujours là. Pliée soigneusement. Mais je n'avais pas besoin de la regarder à nouveau. Je voyais chaque mot gravé dans ma mémoire. Je ne ressentais pas de tristesse. Cela viendrait plus tard. Peut-être. Ce que je ressentais, c'était une lucidité vide. Celle qu'on a quand le bruit cesse et qu'il ne reste que la vérité. Ce n'était pas une question d'argent.
C'était une question d'effacement. À propos du sourire de Rachel et de ses corrections quand je racontais une histoire à dîner. À propos de David qui parlait déjà de maison de retraite une semaine après mon emménagement. À propos de la porte de ma chambre qui ne fermait pas à clé. À propos du courrier qui arrivait déjà ouvert. À propos de l'absence de carte d'anniversaire de mon petit-fils depuis 2 ans. Pas même un coup de fil. Il pensait que je dépérissais. Facile à déplacer. Facile à faire taire. Et peut-être que j'avais commencé à le croire aussi. Jusqu'à hier soir. Une rafale de vent a dispersé des feuilles mortes sur le trottoir. J'ai resserré mon manteau. Je n'avais pas pris assez de vêtements chauds. Je ne pensais pas rester dehors plus d'une journée. Je ne savais pas si j'avais un endroit où aller maintenant. Mais j'avais repris le contrôle. C'était plus que ce que j'avais ressenti depuis des mois. Une femme avec une poussette est passée devant moi. Elle m'a jeté un coup d'œil. Puis a détourné le regard. Je n'étais pas offensée. Je ne voulais pas de pitié. Je voulais juste rester assise dans ce silence étrange et vide et voir ce qui allait se passer. Mon téléphone vibra dans ma poche. Pendant une seconde, je restai immobile. Je fixai le vide. Puis je le sortis. L'écran afficha le nom de David. Je laissai sonner. Puis vint le message. Maman, où es-tu? Rappelle-moi, s'il te plaît. Je ne répondis pas. Je ne lui devais pas ça. Quelques minutes plus tard, un autre message apparut. Cette fois, de Rachel. On s'est réveillé et ta chambre était vide. C'est vraiment injuste. Tu fais peur aux enfants. Je dévisageai ce message plus longtemps. Les enfants. Effrayés. Ils ne m'avaient pas adressé la parole depuis un mois. Ils m'évitaient dans le couloir comme si j'étais une mauvaise odeur. Et maintenant, ils avaient peur. Non. Rachel avait peur. Peur que son petit plan bien ficelé soit en train de s'effondrer. J'avais peur que la vieille dame que je comptais enfermer se soit éclipsée par la porte d'entrée avec un sac et un secret. Tant mieux. Quelle est peur. J'ai fermé les messages sans répondre. Je ne savais pas quoi faire ensuite. Mais je savais qui je devais voir. Il y avait un nom sur une carte que James, le directeur de la banque, m'avait donnée. Une avocate. Quelqu'un qui pourrait m'accompagner dans la suite des démarches. Quelqu'un qui pourrait m'aider à faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Son cabinet était à 6 pâtés de maison. Je me suis levée. J'ai étiré mon dos douloureux. Et j'ai tiré mon sac derrière moi. Il roulait bruyamment sur le trottoir fissuré. La réceptionniste était jeune. Voix douce. Avez-vous un rendez-vous? Non, dis-je. Mais James, de la Riverside Bank, m'a dit de venir. Elle hocha la tête et disparut par une porte latérale. Quelques minutes plus tard, une femme d'une quarantaine d'années sortit. Veste cintrée. Yeux brun doux. Peu de maquillage. Elle me tendit la main. Madame Brox. Je suis Karen Miller. James a appelé. Suivez-moi. Nous nous sommes installés dans un bureau privé, aux hautes étagères et aux lourds rideaux. J'ouvris l'enveloppe une dernière fois. Karen lut lentement le contenu. Ses yeux se plissèrent. Quand elle eut terminé, elle leva les yeux vers moi et dit « Je suis vraiment désolée. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Surtout aux femmes plus âgées qui font trop facilement confiance. » Je ne pensais pas être naïve, dis-je doucement. Juste pleine d'espoir. Vous n'étiez pas naïve, dit-elle. Vous étiez aimante. Et ils en ont profité. Nous avons passé près de 2 heures ensemble. Elle m'a expliqué mes droits. Ce que les faux documents impliquaient légalement. Quelles actions pouvaient être entreprises. Elle employa des mots comme fraude, exploitation financière, maltraitance envers les personnes âgées. J'acquiesçai d'un signe de tête. Pourtant, ces mots semblaient appartenir à une autre vie. Je n'étais pas prête à parler de tribunal.
Je n'étais même pas sûre de le vouloir. Mais je voulais être protégée. Je veux un Nouveau Testament, dis-je. Je veux que tout soit réécrit. Elle ne s'y a pas. C'est possible. Et je veux transférer la gestion financière à quelqu'un d'autre. Pas à mon fils. Avez-vous quelqu'un en tête? Je pensais à Linda. Ma nièce du Nevada. Gentille. Fiable. Elle m'avait envoyé des cartes d'anniversaire chaque année. Même quand je ne répondais pas. Elle était venue me voir après mon opération. Elle avait apporté de la soupe et des magazines. Et elle ne m'avait jamais posé de questions sur l'argent. Oui, dis-je. Je vais l'appeler. Karen commença à rédiger des documents pendant que je sirotais le thé tiède que son assistante avait apporté. Son bureau était chaleureux et sentait la lavande. Pour la première fois depuis la chambre de motel, j'ai ressenti une certaine stabilité intérieure. Pas vraiment la paix, mais un sentiment d'équilibre. J'étais toujours debout. En quittant son bureau, mon téléphone affichait 4 appels manqués. Tous de David. Et un message vocal. Je n'ai pas écouté. Au lieu de cela, j'ai éteint mon téléphone. Qu'il se pose des questions. Qu'il savoure le silence, pour une fois. Qu'il ressente ce que c'est que d'attendre un appel qui ne vient jamais. Le soleil avait commencé sa lente descente lorsque je suis sorti du bureau de Karen. Je suis resté un instant sur le trottoir, clignant des yeux face à la lumière. Mon sac roulait derrière moi comme un compagnon fatigué. Je n'avais rien mangé de la journée. Mais je n'avais pas faim. J'avais une sensation plus aiguë à l'estomac. Pas de douleur. Pas vraiment de peur. Quelque chose comme une certaine appréhension. J'ai trouvé un banc près de la gare et je me suis assise. Je ne savais pas encore où je dormirais cette nuit-là. Le motel était une option. Mais une partie de moi n'avait pas envie d'y retourner. Il me fallait autre chose. Quelque chose d'inhabituel. Un petit acte de rébellion. Peut-être un rappel que j'avais encore le choix. J'ouvris mon sac pour chercher un pull et effleurai à nouveau le bord de l'enveloppe. Ma main caressa le contenu que je connaissais déjà par cœur. La procuration falsifiée. Les virements bancaires. Les formulaires d'admission provisoire en établissement spécialisé. Mais il y avait autre chose, cachée derrière. Une seconde enveloppe. Scellée. Plus lourde. Je ne me souvenais pas l'avoir mise dans ma valise. Elle devait s'y être retrouvée par hasard. Ou peut-être que Rachel l'avait oubliée dans le tiroir sans s'en apercevoir. Je l'ouvris lentement. À l'intérieur, d'autres formulaires. Des titres de propriété. Des demandes de prêt. L'un d'eux était un accord de refinancement pour ma vieille maison. Daté de 2 semaines seulement après mon emménagement chez David et Rachel. Je le fixai du regard. Puis je l'examinai de plus près. La maison n'avait pas été vendue une seule fois. Elle avait été vendue 2 fois. David avait falsifié un second acte de transfert à mon nom pour s'approprier des fonds après la première vente. Ils avaient prétendu que j'étais toujours la propriétaire légale. Ils s'en étaient servis comme moyen de pression pour obtenir un autre prêt. Mais le pire était le mot agrafé au dos. Écrit de la main de Rachel. Petit et parfait. Assure-toi qu'elle ne voit pas le courrier de Summit Title. Rediriger les notifications à partir de la semaine prochaine. Ils n'avaient pas seulement pris mon argent. Ils avaient prévu de me dépouiller de tout jusqu'à la dernière goutte avant de me livrer à un établissement et de disparaître sans laisser de traces. Je repliai les papiers lentement. Les mains fermes. Alors, c'était ça le plan. Vendre la maison. Prendre l'argent. Falsifier la signature. Encore un refinancement. Enfermez-moi. Souriez pour les cartes de Noël. Laissez les médecins mettre ça sur le compte de l'âge. Mais je n'étais pas confuse. Je n'étais pas perdue. J'étais en colère. Pas de la colère bruyante. Pas de la colère déchaînée.
de celle qui ronge les entrailles et attend, qui s'aiguise dans le silence et le temps. Je suis restée assise là, sur ce banc, pendant longtemps, à regarder les gens évoluer dans le monde. Certains riaient. D'autres se pressaient. Aucun d'eux ne savait ce que c'était que de disparaître petit à petit au sein même de sa famille. Ils avaient essayé de faire de moi une ombre. Mais je me souvenais de qui j'étais. Et demain, je le leur rappellerai aussi. Je ne suis pas retournée au motel ce soir-là. J'ai marché jusqu'à avoir mal aux jambes. Puis je me suis enregistrée dans une modeste chambre d'hôte à quelques rues du palais de justice. La femme à la réception n'a pas posé de questions. Elle m'a juste tendu une clé et m'a indiqué le couloir. La chambre était petite mais chaleureuse. Un patchwork de couverture sur le lit. Une lampe avec une fissure dans le pied. C'était un endroit où l'on pouvait se reposer tout en se sentant encore réel. J'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. Aucun rêve. Aucun pas devant ma porte. Aucun chuchotement. Le matin, je me suis habillée. J'ai noué mon foulard. Et j'ai appelé la banque. James a répondu à la deuxième sonnerie. Madame Brox, dit-il d'une voix déjà tendue. Je comptais vous appeler. Nous avons repéré plusieurs autres transactions suspectes. L'une d'elles a été tentée ce matin même. Un virement de 12 000 $ à un entrepreneur privé. Le compte était celui de David. L'autorisation provenait d'un compte joint dont vous étiez cotitulaire. Je veux qu'il soit bloqué, dis-je calmement. Nous l'avons déjà bloqué, répondit-il. Mais il pourrait réessayer. Il va probablement s'en apercevoir bientôt. Je suppose que c'est déjà fait. Il y eut un silence. Souhaitez-vous le signaler officiellement? Je peux vous mettre en relation avec notre service des fraudes. Pas encore, dis-je. Mais bloquez tout. Tous les virements. Tous les liens. Tout ce qui porte mon nom. Je veux que l'accès complet soit transféré sur mon nouveau compte. Et que rien d'autre ne soit touché. Oui, madame. Je l'entendais taper sur son clavier. De plus, dis-je, je veux un relevé. Tout ce que David ou Rachel ont touché. Chaque retrait. Chaque virement. Absolument tout. Nous allons préparer le rapport complet, dit-il. Il sera prêt cet après-midi. Après avoir raccroché, je restai assise tranquillement au bord du lit. Je fixais le rideau qui flottait dans la brise. Je pensais à ma maison. Celle qu'ils avaient vendue et revendue comme si de rien n'était. J'ai repensé au jardin que j'avais cultivé pendant 20 ans. Aux fleurs que j'avais plantées après la mort de mon mari. Disparues à présent. Recouvertes de béton et de profit. Et pourtant, je ne me sentais pas brisée. J'étais alerte. Plus alerte que depuis des années. À 10 heures, j'étais de retour à la banque. James m'a tendu le dossier lui-même. Le visage grave. Voici tout ce qui s'est passé ces 18 derniers mois, a-t-il dit. Le montant transféré est important. Je me suis assise dans le petit bureau privé. J'ai ouvert le dossier. Et j'ai commencé à lire. Page après page. Des retraits étiquetés, entretien de la maison. Mais je n'avais jamais vécu dans une maison qui avait besoin de réparation. Frais médicaux. Mais je n'avais jamais consulté ses médecins. Des transferts d'investissement au nom de David. Toujours temporaires, a-t-il dit au guichetier. Juste des transferts de fonds pour optimiser ma stratégie fiscale. Et le pire. Les virements automatiques. Je ne m'en étais même pas rendu compte. Une petite fuite de 600 $ par-ci, 4 cents par-là. Prélèvement mensuel. Abonnement. Assurance. Service de ménage. Entreprise d'aménagement paysager. Je payais pour la maison qui ne m'appartenait plus. Pour leurs courses. Pour leurs vacances. Une ligne m'a glacé le sang. Frais de scolarité.
Valley View Academy. Annuel. Je l'ai fixé du regard. C'était l'école de la nièce de Rachel. Même pas de la famille. Juste quelqu'un qu'il voulait impressionner. Je me suis retourné vers James. Je veux que tout ça cesse, ai-je dit. C'est déjà fait, m'a-t-il assuré. Mais tu dois comprendre. C'est de l'exploitation financière. Si tu changes d'avis concernant les poursuites judiciaires, je m'en occuperai séparément, ai-je dit. Il a hoché la tête. Souhaites-tu que je te mette en place des alertes pour que tu puisses voir chaque transaction à venir? Oui. Et je veux des relevés papier envoyés à ma nouvelle adresse. Pas d'accès en ligne. Pas de partage. Aucune trace numérique. Compris. Il m'a laissé seul dans la pièce quelques minutes, le temps de finaliser les modifications. À son retour, il tenait une carte. Une dernière chose, dit-il. Il existe une association de soutien pour les personnes âgées qui ont vécu des situations similaires. Il propose une aide au logement, une assistance juridique et un soutien psychologique. C'est confidentiel. Vous n'êtes pas obligé. J'ai pris la carte avant qu'il ait pu terminer sa phrase. Merci, dis-je. Je vais peut-être appeler. Cet après-midi-là, je l'ai fait. Non pas que j'ai besoin d'un thérapeute ou d'un endroit où pleurer. Mais parce que j'avais besoin d'un témoin. Quelqu'un pour me dire « Oui, c'est arrivé ». Et non, vous n'étiez pas folle. La femme qui a répondu, elle s'appelait Patricia, a parlé doucement. Mais sans pitié. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle a simplement dit « Vous n'êtes pas seule ». Et je l'ai cru. Patricia m'a rencontré le lendemain matin dans un petit centre communautaire niché entre une église et une épicerie. Rien d'extraordinaire. Juste un accueil propre. Des couloirs silencieux. Et une odeur de café qui flottait dans l'air depuis une pièce adjacente. Elle avait la cinquantaine. Des cheveux argentés. Un regard doux qui ne détournait pas le regard de la douleur. Vous devez être Grace, dit-elle en me serrant la main. Venez. Nous allons commencer. Son bureau était simple. 2 chaises. Un bureau. Et une étagère avec des brochures sur les droits des personnes âgées. La fraude. Les soins de longue durée. Je n'ai pas regardé les titres. J'en avais assez de lire des choses sur des gens comme moi. Je ne veux pas de thérapie, ai-je dit avant même qu'elle ne commence. Et je ne suis pas là pour me défouler. J'ai fait ce que j'avais à faire à la banque. Je veux juste m'assurer que personne ne me mette plus jamais dans cette situation. Patricia acquiesça sans s'offusquer. C'est exactement ce que nous allons faire. Elle ouvrit un dossier et en sortit un court formulaire. Je vais prendre quelques informations sur votre situation. Ensuite, je vous mettrai en contact avec l'un de nos partenaires juridiques. C'est gratuit. Et si vous avez besoin d'un logement sûr, nous pouvons aussi vous aider à en trouver un. Des hébergements de transition. Des logements indépendants pour les femmes déplacées. Je ne suis pas déplacée, ai-je dit. Je suis partie. Elle sourit doucement. C'est encore mieux. Nous avons discuté un moment. J'ai répondu à ses questions. J'ai rempli quelques formulaires. Puis elle a pris le téléphone et a composé le numéro d'une certaine Bette. 10 minutes plus tard, j'étais assise en face d'une nouvelle venue, une femme aux lunettes pointues et à la voix douce. Dites-moi ce que vous voulez, dit Bette. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Juste ce dont vous avez besoin pour la suite. C'était la première fois qu'on me posait cette question sans me prendre de haut. Je veux un Nouveau Testament, dis-je. Tout est réécrit. Mon fils et sa femme sont complètement exclus. Je ne veux pas qu'ils reçoivent un centime. Même pas par erreur. C'est fait. Je veux que ma procuration financière soit transférée à une personne de confiance. Quelqu'un qui n'agira qu'avec mon autorisation écrite. Avez-vous quelqu'un en tête? Ma nièce,
dis-je. Elle s'appelle Linda. Parfait. Nous lui enverrons les formulaires pour qu'elle les co-signe. Je veux aussi un testament de vie, ajoutai-je. Et une directive médicale. Personne d'autre que moi ne devrait pouvoir prendre de décision concernant mes soins. Sauf si je les ai expressément désignés. Beth me regarda longuement. Puis elle hocha de nouveau la tête. Vous êtes le genre de client que nous voyons rarement, dit-elle. La plupart des femmes arrivent chez nous brisées. Vous êtes arrivée entière. Meurtrie. Mais entière. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas là pour les compliments. Je voulais juste que tout soit clair. Signé. Classé. Pendant l'heure qui a suivi, nous avons passé en revue les détails. Les comptes. La propriété. La liste des biens encore à mon nom. Elle m'a expliqué que la deuxième hypothèque contractée par David pouvait être contestée, car elle avait été faite avec des signatures falsifiées. Mais je devais décider si je voulais porter plainte ou simplement rompre les liens. J'ai choisi la deuxième option. Pour l'instant. Je ne veux pas de leur argent, ai-je dit. Je veux le mien. Je veux qu'on me reconnaisse. Je veux qu'ils se taisent. Ça, a dit Beth, je peux vous aider. Quand nous avons eu fini, le soleil était déjà bas. Elle m'a tendu un dossier. Un œuf. Propre et étiqueté à mon nom de sa main. Tout sera officiel d'ici la fin de la semaine, a-t-elle dit. D'ici là, personne ne touche à rien. Et s'ils essaient, tu m'appelles. Je suis sortie. Je tenais le dossier comme s'il était en verre. Tout ce que j'avais construit. Chaque pas en douceur. Chaque limite soigneusement établie. Tout était désormais réel. Je n'avais plus peur de David. Je n'avais plus peur des murmures de Rachel, des faux papiers, des menaces en l'air. Il pouvait crier. Il pouvait supplier. Il pouvait envoyer des fleurs, des messages vocaux. Ça n'y changerait rien. Il n'avait plus d'emprise. Et je n'étais plus la femme qui attendait dans sa chambre qu'on lui dise ce qui allait se passer. C'était moi qui décidais maintenant. Et il vivrait avec ça. Je n'avais pas appelé Margaret depuis plus de 10 ans. On se parlait toutes les semaines, à l'époque où nos maris étaient encore en vie et où nos enfants étaient assez jeunes pour nous inquiéter sans nous décevoir. Elle a déménagé sur la côte après son deuxième AVC. Elle disait que l'air y était plus pur. Je lui ai envoyé une carte à Noël. Elle m'a répondu par un petit mot. Puis plus rien. La vie nous avait éloignés comme des feuilles emportées par des rivières différentes. Mais cet après-midi-là, assise seule dans la chambre d'hôte, le dossier de Beth sur les genoux, j'ai composé son numéro de mémoire. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Allô? J'ai immédiatement reconnu sa voix. Elle était plus grave, plus lente. Mais elle conservait ce côté tranchant d'antan. Comme si elle venait de réprimander quelqu'un. Margaret, dis-je, la voix légèrement brisée. C'est Grace. Un silence. Puis, Grace Brox. Seigneur, ayez pitié. Où étiez-vous passé? Je suis parti, dis-je. J'ai quitté la maison de David. J'avais besoin de disparaître. Juste un instant. Un autre silence. Celui-ci était différent. Pas de surprise. Quelque chose de plus prudent. Tout va bien. Non, dis-je honnêtement. Mais je pense que ça ira. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste demandé, vous avez un endroit où dormir ce soir? Oui. Demain, je ne sais pas. Tu le sais maintenant. Je suis encore à Fairport. J'ai une chambre libre. Celle avec la couette bleue que tu détestais. Viens rester. Je ne te le demande pas, je te l'ordonne. J'ai expiré un souffle que je ne savais même pas retenir. Merci. Fais tes valises, dit-elle. J'aurai préparé de la soupe. Le trajet en bus jusqu'à Fairport a duré 3 heures.
J'ai somnolé pendant la moitié du trajet. Le dossier serré contre ma poitrine comme un passeport. Quand je suis descendue, Margaret m'attendait déjà à la gare routière. Plus petite que dans mon souvenir. Mais son regard toujours aussi perçant. Elle ne m'a pas prise dans ses bras tout de suite. Elle m'a juste dévisagée. Tu as maigri, dit-elle. Et tu es fatigué. Viens. On va discuter autour d'un thé. Sa maison était petite mais pleine de vie. Des photos partout. De vieux disques dans un coin. Un chat qui a craché sur mon sac avant de disparaître sous le canapé. Elle a préparé la soupe comme toujours. Pleine d'ail. Sans s'excuser. Quand nous nous sommes enfin assises à la table de la cuisine, elle a versé 2 tasses de thé et a attendu. Je lui ai tout raconté. Depuis le moment où j'ai emménagé avec David jusqu'au faux papier, en passant par le murmure dans le couloir. Je lui ai parlé de la banque. De l'avocat. De l'enveloppe. Elle ne m'a pas interrompu. Pas une seule fois. Quand j'ai eu fini, elle s'est adossée. Les bras croisés. Mince. J'ai souri malgré moi. Et dire que je pensais que ma belle-fille était la reine de la cruauté, a-t-elle ajouté. La tienne, on dirait qu'elle pourrait donner des cours. Ce n'est pas seulement elle, ai-je dit. David a laissé faire. Il a regardé. C'est ça qui me brise. Margaret a hoché la tête. Oh, ma chérie. On les élève pour qu'ils se tiennent droit. Et ils grandissent en pensant qu'on est tout le seul. Le silence s'est installé à nouveau. Ni gênant, ni triste. Un lieu empli de tout ce que nous avions vécu, sans jamais l'avoir dit à voix haute. Tu restes aussi longtemps qu'il le faut, dit-elle. Je le pense vraiment. Et si tu veux du calme, je t'en donnerai. Si tu as envie de crier dans l'océan, je tiendrai ton manteau. J'ai ri. Un vrai rire. Le premier depuis une éternité. Ce soir-là, elle m'a finalement donné la chambre avec la couette bleue. Allongée dans mon lit, à écouter les vagues à travers la fenêtre entr'ouverte, j'ai senti une sensation étrange revenir dans ma poitrine. Pas la sécurité. Pas encore. Mais quelque chose d'approchant. Le téléphone s'est mis à sonner peu après 8 heures le lendemain matin. Je l'ai laissé vibrer une fois. Puis je l'ai posé face contre table de chevet et je suis sortie sur la véranda où Margaret était déjà assise, son thé à la main et un châle de laine sur les épaules. Laisse-moi deviner, dit-elle sans me regarder. Ton fantôme vient de se rendre compte qu'il a disparu. Je n'ai pas répondu. Je me suis assise à côté d'elle, serrant entre mes mains la tasse chaude qu'elle m'avait laissée. L'océan était calme ce matin-là. L'air était salé et humide. Mon sac était resté intact dans un coin de la chambre d'amis. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'éprouvais ni le besoin de défaire mes valises ni celui de faire des projets. J'existais, tout simplement. Le téléphone a sonné de nouveau. Puis encore. 6 fois dans l'heure qui a suivi. Tous les appels venaient de David. Pas de message vocal. Juste son nom qui clignotait sans cesse. Comme si l'urgence pouvait effacer ce qu'il avait fait. Il ne s'inquiète pas pour toi, dit Margaret. Il s'inquiète de ce que tu as emporté avec toi. J'ai hoché la tête. Je le savais déjà. Plus tard dans la matinée, j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Les messages ont commencé à s'accumuler. Un par un. Maman, appelle-moi, s'il te plaît. On s'inquiète. Où es-tu? Rachel panique. Il faut que je te parle tout de suite. Ça va trop loin. Je les ai vus apparaître sans vraiment ressentir grand-chose. Chaque mot semblait récité. J'entendais déjà sa voix. Tendue. Maîtrisée. Peut-être même un peu blessée. Comme si je l'avais trahi. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allée dans la cuisine et j'ai aidé Margaret à couper des légumes pour le déjeuner. Entre le bruit sourd du couteau et le sifflement de l'eau qui bout, elle m'a demandé
Tu veux dire à Linda ce qui se passe? À propos des papiers? Oui, ai-je répondu. Le moment venu. Et les autres? J'en ai assez de parler à des gens qui n'écoutent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Elle a hoché la tête. Elle a jeté des carottes dans la casserole. Mon téléphone vibra sur la table. Je ne bougeais pas. Cet après-midi, un nouveau message apparut. Celui-ci venait de Rachel. La situation devient incontrôlable. Si tu ne réponds pas aux appels de David, nous devrons prendre d'autres mesures. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Les gens se posent des questions. Je le relisais 3 fois. C'était son inquiétude. Pas moi. Pas ma santé. Pas le fait que je sois en sécurité, effrayée, ou même vivante. Juste les apparences. Les gens posaient des questions. J'ai failli rire. Ils s'étaient persuadés pendant si longtemps que je dépérissais. Que je perdais pied. Que je perdais le contrôle. Et maintenant, c'était eux qui poursuivaient des chimères. Qui appelaient le silence. Ils pouvaient continuer à appeler. Ce soir-là, je suis descendue à la plage avec Margaret. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous avons juste écouté l'eau et laissé le froid nous pénétrer jusqu'aux os. Je n'aurais jamais cru avoir 78 ans, ai-je fini par dire. Et tu cherches encore comment laisser les gens derrière toi. C'est comme ça qu'on sait qu'on est encore vivant, dit-elle. Quand on est encore prêt à partir. De retour à la maison, j'ai rechargé mon téléphone et rouvert mes messages. 15 de David. 9 de Rachel. 2 d'un numéro inconnu. J'ai fait défiler jusqu'en bas et j'en ai vu un que je n'avais pas remarqué. D'un ancien contact auquel je ne m'attendais pas. Mamie, c'est Tyler. Ça va? Mon petit-fils. Je suis resté longtemps à fixer le message. Puis j'ai éteint mon téléphone. Non pas par indifférence. Mais parce que, pour une fois, je répondrai quand je le voudrais. La lettre arriva 2 jours plus tard. Une vraie. Enveloppe. Timbre. Même son écriture, sur le devant, de cette belle écriture fine et soignée que Rachel utilisait quand elle voulait paraître aimable. Margaret l'a pris dans la boîte aux lettres. Les sourcils froncés. Tu es sûr de vouloir l'ouvrir? Demanda-t-elle en me l'attendant, un torchon à la main. J'en suis sûre, dis-je. Je veux voir comment elle va s'y prendre. Je m'assis à la table de la cuisine et l'ouvris avec un couteau à beurre. Le papier était épais. Cher. Évidemment. Graisse. J'espère que tu es en sécurité et à ton aise où que tu sois. Nous sommes tous très inquiets pour toi. David n'arrive pas à dormir. Les enfants posent des questions. Nous essayons de gérer la situation au mieux en ton absence. Je ne prétends pas comprendre pourquoi tu es parti comme ça. Ni pourquoi tu refuses de répondre aux appels de David. Je suis sûre que tu as tes raisons. Mais de notre point de vue, cela nous paraît disproportionné. Cruel. Je marquai une pause. Cruel, dis-je à voix haute. Plus pour moi-même que pour Margaret. Je poursuivis ma lecture. Nous avons toujours essayé de vous soutenir de toutes les manières possibles. En vous ouvrant notre maison. En gérant vos affaires pendant votre convalescence. Concilier tout cela n'a pas été facile. Mais nous l'avons fait par amour, pas par obligation. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Cependant, la situation s'est compliquée. Les comptes sont bloqués. Les services sont interrompus. David est contacté par les banques, les fournisseurs, et même par des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Cela met une pression énorme sur la famille. Personne ne souhaitait cela. Nous sommes toujours prêts à dialoguer, à arranger les choses. Mais nous ne pouvons pas le faire tant que vous restez injoignables. Vous faites partie de la famille, Grace. Et les membres d'une famille ne s'abandonnent pas. Pas de signature. Juste son nom, imprimé en toutes lettres en bas de la page. Rachel. J'ai plié la lettre lentement.
Je l'ai posé sur la table. Et je me suis adossé à ma chaise. Margaret me regardait. Alors, a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Elle n'est même pas en colère. C'est ça le pire. Elle se prend toujours pour la raisonnable. Elles le font toujours, marmonna Margaret en s'essuyant les mains sur son tablier. Ça ne faisait pas mal. Pas comme je l'avais imaginé. Lire ces mots, si soigneusement choisis, si polis en apparence, c'était comme voir un costume sur un cintre. Aucune forme réelle derrière. Juste une posture. Une performance. Méchante. Ce mot me hantait. Comme si j'avais été agressive envers quelqu'un pendant un dîner. Comme si je ne l'avais pas vu me dévorer petit à petit, le sourire aux lèvres. Aucune excuse. Aucun aveu. Juste la crainte d'être prise la main dans le sac. Je repoussai la lettre et me levai. « Tu la brûles ?» demanda Margaret, attrapant déjà les allumettes. « Non, dis-je. Laisse-la là un moment. Laisse-la se sentir ignorée. » Le lendemain matin, je n'écrivis aucune réponse. Je préparai le petit déjeuner. Je fis la vaisselle. J'ai fait une promenade au bord de l'eau. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés s'interroger. Je n'avais plus ma place dans cette maison. Ni dans leurs projets. Ni dans leurs mensonges polis. Je n'avais plus rien à dire. Et c'était suffisant, enfin. Je les rencontrais par hasard. Je sortais de l'épicerie du coin avec une miche de pain et un petit pot de miel quand je l'ai vu laisser tomber une pile de dossiers sur le parking. Des papiers éparpillés au vent comme des oiseaux effrayés. Elle s'est baissée. Frustrée. D'une main, elle les rattrapait tandis que de l'autre, elle tenait son téléphone à l'oreille. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste bougé. J'ai posé mon sac sur le trottoir et l'ai aidée à ramasser les pages, les pressant sous ma main jusqu'à ce qu'elle puisse les prendre. Elle leva les yeux, essoufflée. Merci. Mon Dieu. Merci. Elle était jeune. Une trentaine d'années peut-être. Sa veste avait un écusson sur l'épaule, service communautaire du port. Nous nous sommes levés ensemble. Ça va? Ai-je demandé. Elle a souri timidement. Ça ira. J'ai 3 rendez-vous aujourd'hui. Je suis débordée. Et la photocopieuse est tombée en panne ce matin. Mais ce n'est pas votre problème. Merci encore. Elle a pris la dernière page, m'a jeté un coup d'œil, puis s'est arrêtée. Attendez. Vous êtes Grace Brox. J'ai cligné des yeux. Oui. Son sourire s'est adouci. Je m'en doutais. Patricia a parlé de vous. Des services aux aînés. C'est exact, ai-je répondu prudemment. Comment connaissez-vous Patricia? Je travaille parfois avec elle. Je suis coordinatrice de terrain. Principalement dans le logement et l'aide aux personnes âgées. Elle rangea les papiers dans un bras et me tendit la main. Je suis Nina. Nous nous serrâmes la main. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici, ajouta-t-elle. J'ai lu votre rapport d'admission la semaine dernière. Vous êtes plutôt connu dans notre bureau en ce moment. Je ris malgré moi. Ce n'est jamais bon signe. Non. Sérieusement. La plupart des gens dans votre situation se taisent. Ils laissent faire. Vous, non. Vous avez dit non. C'était ça ou disparaître, dis-je. Nina me fixa longuement. Puis elle fouilla dans son manteau et en sortit un morceau de papier plié. Je ne devrais probablement pas mélanger affaires et courses, dit-elle. Mais j'ai un logement. Un logement sécurisé. Une chambre. Sans escalier. Immeuble calme. Il est généralement réservé aux placements d'urgence. Mais je pense que vous correspondez au profil. Je regardai le papier. Puis elle. Quel est le piège? Aucun piège. C'est à vous pour 6 mois maximum. Pas de loyer. Charges comprises.
Vous aurez votre intimité. Votre liberté. Et des conditions. Elle secoua la tête. Une seule. Vous me donnez de vos nouvelles une fois par semaine. Non pas que je ne vous fasse pas confiance, mais simplement pour que vous ne soyez pas seul. Je ne répondis pas tout de suite. Je regardais le vent souffler dans les arbres derrière elle. Le ciel s'était assombri et s'était considérablement étendu. Un endroit à moi. Pas emprunté. Sans condition. Je pris le papier. J'y réfléchirai. Bien sûr, dit-elle. Prenez votre temps. Mais n'attendez pas trop longtemps. Ce genre d'endroit ne reste pas longtemps disponible. 2 jours plus tard, j'emménageais. Ce n'était pas luxueux. Petite cuisine. Moquette ancienne. Une fenêtre qui coinçait à l'ouverture. Mais c'était à moi. Je défaisais lentement ma valise. Sans me presser. Chaque pull plié. Chaque cahier. Chaque paire de chaussettes semblait avoir mérité sa place. Nina est passée le lendemain matin avec des serviettes propres et 2 tasses. Au cas où tu voudrais prendre un café avec quelqu'un, a-t-elle dit. Ou pas. Nous sommes restés assises un moment. Elle n'a pas cherché à me poser de questions. Elle m'a simplement parlé de son travail, de son chien, de sa mère âgée qui essayait encore de conduire sans lunettes. J'écoutais. Je ne parlais pas beaucoup. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui m'apaisait. Quand elle est partie, elle m'a dit, « Tu ne dois de réponse à personne. Mais tu mérites de te demander ce que tu veux maintenant. Pas ce que tu toléreras. Ce que tu désires. » Ce soir-là, je me suis tenue à la fenêtre de mon nouvel appartement. Dehors, la lumière était douce. Personne ne m'observait. Personne n'avait accès à mes tiroirs, à mon nom, ni à mon avenir. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Et j'aimais ça. La bibliothèque était à 6 pâtés de maison de l'appartement où Nina m'avait aidé à m'installer. Un petit bâtiment aux briques délavées, avec une pancarte « Ouvert » de travers à la vitrine. Je l'ai découverte un après-midi, alors que je flânais sans but précis. Ce qui m'arrivait souvent. Il y avait quelque chose d'apaisant à n'avoir nulle part où aller et que personne n'attende de vous une explication. À l'intérieur, ça sentait le papier, la poussière et le vieux cirage. Une odeur qui me rappelait les écoles des années 60. L'époque où j'attendais que mes enfants choisissent un livre, les yeux rivés sur l'horloge, en pensant au dîner. Il n'y avait que 2 personnes à l'accueil. Un jeune homme avec un casque sur les oreilles, occupé à trier les retours. Et une femme d'une 60aine d'années, au regard perçant et vêtue d'un cardigan usé. Elle leva les yeux tandis que je passais devant le rayon des biographies. « Vous êtes perdue ou juste discrète ?» demanda-t-elle. « Discrète, répondis-je. Surtout. » Elle acquiesça. Pareil. Elle s'appelait Hélène. Bénévole. Comme je le deviendrais bientôt. Au début, c'était simple. Elle manquait de personnel le mardi. Et j'appréciais qu'elle ne me traite pas comme une personne fragile. J'aidais à ranger les romans en gros caractères. Puis je triais les dons. Puis j'ai commencé à faire des lectures à voix haute le jeudi. Des petits groupes. Surtout des femmes. Certaines plus âgées que moi. D'autres plus jeunes. Toutes unies par des non-dits. Personne ne me posait de questions sur mon passé. Personne ne me plaignait. Et je n'en faisais pas plus que ce que je voulais. Ça me convenait. Les journées avaient désormais un rythme. Je me réveillais tôt. J'ouvrais les volets au cri des mouettes. Je préparais du thé. Et je marchais jusqu'à la bibliothèque, mon écharpe bien serrée. Parfois, je m'arrêtais à la boulangerie d'en face. Parfois, je m'asseyais simplement sur le banc devant et j'écoutais. La maison ne me manquait pas. Ni celle que David avait vendue. Ni celle que Rachel avait remplie de ses règles. Ce qui me manquait parfois, c'était cette version de moi qui pensait que la famille était synonyme de sécurité.
Que l'amour suffisait. Mais cette version avait disparu. Et à sa place, il y avait quelqu'un de plus discret. Mais aussi de plus vif. Quelqu'un qui avait appris à s'appartenir. Un après-midi, Hélène me tendit une pile de prospectus. Réunion communautaire la semaine prochaine, dit-elle. Défense des droits des aînés. Tu devrais venir. J'en ai assez de parler, dis-je. Pas pour toi, répondit-elle. Pour eux. Tu serais surprise de voir qui écoute quand la bonne personne prend la parole. Je glissai le prospectus dans la poche de mon manteau. Je n'étais pas sûre d'être prête à me relever. Mais l'idée ne m'effrayait plus comme avant. Plus tard dans la semaine, une femme est entrée avec son petit-fils. Elle avait probablement à peu près mon âge. Ses vêtements semblaient empruntés et trop grands. Elle regardait sans cesse par-dessus son épaule, comme si elle attendait que quelqu'un vienne la retenir. Je me suis reconnue en elle. Ou plutôt, je me suis reconnue en ce que j'aurais pu devenir si je n'étais pas partie à ce moment-là. Elle a demandé où se trouvaient les livres en gros caractères. Je les lui ai montrés. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Mais au moment de partir, elle a murmuré « Vous êtes bénévole ici ?» Oui. Elle a hoché la tête une fois. C'est bien. Cela signifie que quelqu'un vous remarque encore. Je n'ai pas répondu. J'ai juste souri. Ce soir-là, assise à ma petite table de cuisine, je repensais aux paroles de Nina. À cette question que je me posais. Qu'est-ce que je voulais? Pas seulement ce que je pouvais endurer. Et ce que je voulais, peut-être plus que tout, c'était ne pas disparaître. Pas dans leur maison. Pas dans leur silence. Je voulais être utile. Oui. Mais pas indispensable. Être vu. Mais pas contrôlé. Libre. Mais pas oublié. Et pour la première fois depuis longtemps, je croyais construire une vie où cela serait possible. C'était un mercredi. Ciel couvert. Calme. J'étais à l'accueil, aidant Hélène à trier les bulletins en retard, quand j'ai levé les yeux et je l'ai vu, juste derrière les portes. Tyler. Mon petit-fils. Il était plus grand maintenant. Plus grand que dans mon souvenir. Les cheveux plus longs. Les épaules plus saillantes. Encore un garçon, à certains égards. Mais le genre de garçon qui apprenait à porter les choses discrètement. Il portait une veste bleu marine trop fine pour la saison et ne tenait rien dans ses mains. Je me suis figée. Hélène suivit mon regard et se pencha vers moi. « Tu veux que je le raccompagne ?» demanda-t-elle. « Non, répondis-je doucement. Voyons s'il est venu de son plein gré ou comme messager. Tyler m'aperçut et s'approcha. Lentement. Hésitant. Je sortis de derrière le bureau. Il s'arrêta à quelques pas. « Salut, dit-il. Salut. J'ai vu ton nom sur le tableau des bénévoles en ligne, dit-il en se frottant la nuque. Je ne savais pas où te trouver autrement. Je ne lui demandai pas combien de temps il lui avait fallu pour trouver le courage. Je le voyais sur son visage. La même expression que David avait à 14 ans, lorsqu'il avait cassé la vitre d'un voisin mais avait quand même dit la vérité. « Tes parents savent que tu es là ?» demandai-je. « Non. Tu peux leur dire si tu veux. Mais je n'appelle personne. » Il hocha la tête. Baissa les yeux. « Je ne suis pas venu pour les défendre, dit-il. Je ne sais même pas tout ce qu'ils ont fait. Mais je sais que tu es parti. Et je sais que c'était grave. Et je pense. » Il releva les yeux, un peu rouge. « Je pense que j'aurais dû te poser plus de questions. Avant. Tu étais enfant, dis-je. Ce n'était pas ton rôle. N'empêche, dit-il. Tu as toujours été gentil avec moi. J'aurais au moins dû te dire au revoir. » Ces mots me firent quelque chose. Une petite déchirure apparut sur une couture que je croyais avoir déjà refermée. « Veux-tu t'asseoir ?» demandai-je en désignant les fauteuils de lecture près de la fenêtre. Il acquiesça. Nous marchâmes ensemble en silence.
Il ne toucha pas à son téléphone. Il ne bougea pas. Il se laissa simplement tomber sur le siège et attendit. Je m'assis en face de lui. Nous nous regardâmes longuement. Tu étais le seul à te souvenir de mon anniversaire l'année dernière, dit-il. Tu m'as envoyé ce petit puzzle en bois. Je ne l'ai jamais dit à personne. Mais je l'ai toujours. Il est sur mon bureau. Tant mieux, dis-je. On m'a dit que tu étais fatigué. Que tu avais besoin d'espace. Que tu étais parfois perdu. Sa voix s'est légèrement brisée sur le dernier mot. Je ne l'ai pas corrigé. Ce n'était pas nécessaire. Il a regardé ses mains. Je ne sais pas combien ils ont pris ni ce qu'ils ont fait. Mais je sais comment elles parlent quand elles pensent que personne ne les écoute. Et je me souviens de ton regard parfois à table. Comme si tu étais sous l'eau. C'était la chose la plus vraie qu'on m'ait dite depuis des mois. Il ne m'a pas demandé de revenir. Il n'a pas essayé d'arranger les choses. Il est juste resté assis là. Mal à l'aise, triste et sincère. Je ne te demande rien, a-t-il dit. Je voulais juste que tu saches que je pense encore à toi. Et je suis désolé de ne pas te l'avoir montré plus tôt. J'ai tendu la main par-dessus la table. Pas rapidement. Et je posai doucement ma main sur la sienne. Il la laissa ainsi. Nous sommes restés silencieux pendant plusieurs minutes. Puis j'ai dit, tu n'as pas à choisir ton camp, Tyler. Tu dois juste choisir quel genre d'homme tu veux être. Il m'a regardé. Et j'ai vu son visage se transformer. Non pas par la culpabilité. Non pas par la honte. Mais par une expression plus proche de la compréhension. J'essaie, a-t-il dit. Je te crois. Finalement, il s'est levé. Je ne l'ai pas raccompagné. Nous avions dit tout ce que nous pouvions. Mais juste avant qu'il n'atteigne la porte, il s'est retourné. Je peux revenir? Juste pour te rendre visite? Oui, ai-je dit. Si tu viens comme tu es. Il a hoché la tête. Puis il est parti. Je me suis rassis. La lumière de l'après-midi inondait la pièce. Et pour la première fois depuis que j'avais quitté cette maison au milieu de la nuit, j'ai senti quelque chose s'ouvrir en moi. Pas le pardon. Pas encore. Mais peut-être le début. La lettre arriva dans une enveloppe blanche ornée d'un logo noir bien net dans le coin supérieur. Harrison et Stone LLP. Pas d'adresse de retour. Juste le nom. Je ne l'ouvris pas tout de suite. Je me préparais d'abord un thé. Assise près de la fenêtre, l'enveloppe posée sur la table devant moi. Comme si elle allait se mettre à parler si je la regardais trop longtemps. Mais elle resta silencieuse. Les lettres de ce genre le sont toujours. Le vrai bruit vient après. Je l'ouvris avec un couteau à beurre. Sans précipitation. Sans serrer les mains. La lettre à l'intérieur faisait 5 paragraphes. Soigneusement mis en page. Signé à l'encre bleue. Madame Brox. Nous vous écrivons au nom de nos clients, Monsieur David Brox et Madame Rachel Brox, concernant les récentes décisions prises au sujet de leurs comptes financiers communs, de leurs biens et de leurs responsabilités légales. Nos clients sont préoccupés par la soudaineté de votre départ, votre décision de bloquer l'accès aux comptes sans préavis et les conséquences juridiques potentielles de ces actions. Ils sont particulièrement inquiets du manque de communication et du traumatisme émotionnel que ces changements ont causé à la famille, y compris à leurs enfants mineurs à charge. Je me suis arrêté là. Enfants mineurs à charge, ai-je dit à voix haute. Ils ont 11 et 14 ans. Ce ne sont pas des orphelins. J'ai continué à lire. Nos clients sont disposés à régler la situation à l'amiable et proposent une médiation en présence d'un avocat afin de trouver une solution respectueuse de toutes les parties. Si vous refusez cette invitation, nous pourrions être contraints d'explorer les voies légales pour garantir une comptabilité rigoureuse et l'accès aux informations concernant les affaires financières et familiales communes. Nous comptons sur votre bonne foi et vous demandons de nous répondre dans les 14 jours suivant la réception de cette lettre. Cela s'est terminé sans chaleur.
Juste une signature et une date limite. J'ai plié le papier lentement. Je l'ai remis dans l'enveloppe. Et je me suis levé. Le thé avait refroidi. 2 heures plus tard, j'étais de nouveau assis en face de Beth dans son bureau. Elle lut la lettre en silence. Les lèvres serrées. Son stylo tapotait une fois sur le dossier posé sur son bureau. Quand elle eut fini, elle la posa et me regarda. Ça va. Ça ne m'étonne pas. Non. Mais j'espérais qu'il ferait au moins semblant de s'excuser. J'ai haussé les épaules. Ils l'ont fait. À leur manière. Ils sont désolés que je me sois réveillée. Beth ne sourit pas. Elle ne souriait jamais quand il s'agissait de David et Rachel. Cette lettre n'est pas une vraie menace, dit-elle. C'est une pression. Une tentative d'intimidation pour te faire céder. Pour que tu leur redonnes une place à la table. Ils n'ont plus leur mot à dire. Tant mieux, dit-elle. Car vous avez parfaitement le droit de protéger vos biens. Nous avons agi en toute légalité. S'ils veulent une médiation, nous pouvons refuser. S'ils engagent des poursuites, nous répondrons officiellement. Mais je doute qu'ils aillent jusqu'au bout. C'est du bluff. Ils ne veulent pas aller au tribunal. Ils veulent le silence. Eh bien, dis-je en me penchant en arrière. Ils peuvent avoir le silence. Mais pas à leurs conditions. Beth sortit un formulaire du tiroir et me le tendit. Au cas où, dit-elle. Déclaration d'intention. Si vous le souhaitez, je peux la déposer au tribunal. Par précaution. Cela rendra votre situation actuelle plus difficile à contester. Je signai sans hésiter. Sans sourciller. Sans chercher le visage de David du regard. Il n'était plus là. Plus dans mes pensées. Plus dans mes décisions. Beth glissa le formulaire dans son dossier. Ils ne sont pas habitués à te voir dire non, dit-elle. Je m'y habitue encore moi-même. Tu te débrouilles bien. En quittant son bureau, je marchais plus lentement que d'habitude. Non pas par âge, mais par assurance. Je n'agissais plus par peur. Je ne réagissais plus impulsivement. C'était le moment où j'avais déjà quitté la maison. Déjà repris mon nom. Déjà construit mon propre espace. Et maintenant, je fermais simplement les portes derrière moi. Qu'ils frappent s'ils le voulaient. Mais je ne les laissais pas entrer. Les jours sont plus calmes maintenant. Pas vides. Juste un calme mérité. Les matins commencent par le même lent rituel. La bouilloire sur le feu. La fenêtre entr'ouverte pour laisser entrer la fraîcheur. Le doux cri des mouettes ou le bruit de pas qui passent. Certains jours, je vais à la bibliothèque. D'autres non. Personne ne me demande de me justifier. Je vois toujours Nina une fois par semaine. Elle apporte des muffins ou des papiers. Et nous nous asseyons à ma petite table et parlons de choses ordinaires. Les réunions de locataires. Le canapé défoncé de son chien. Les choses étranges que les gens laissent traîner dans la buanderie de l'immeuble. Elle ne demande jamais de nouvelles de David. Elle n'évoque jamais Rachel. Ce silence aussi est une marque de respect. Tyler vient parfois. Sans prévenir. Jamais longtemps. Il apporte un livre, une pâtisserie, ou rien du tout. Nous nous asseyons et lisons, ou parlons, ou pas. Et cela suffit. La dernière fois qu'il est venu, il m'a demandé si je me souvenais de l'histoire que je lui racontais, celle de la fille qui s'était enfuie et avait trouvé refuge dans la forêt. J'ai toujours cru que c'était une histoire inventée, a-t-il dit. C'était le cas, lui ai-je répondu. Mais je ne savais pas alors à quel point une histoire inventée pouvait contenir de la vérité. Parfois, je pense à écrire. Pas pour eux. Pas même pour Tyler. Juste pour moi. Pas des mémoires. Dieu m'en préserve. Mais quelque chose de simple. Un témoignage discret. Une façon de dire, j'étais là. J'ai vu ce que j'ai vu. J'ai ressenti ce que j'ai ressenti.
Je suis parti quand il le fallait. Beth prend toujours de mes nouvelles. Elle m'a dit la semaine dernière que David et Rachel n'avaient encore rien déposé. Le silence de leur avocat est plus éloquent que n'importe quelle lettre qu'il pourrait envoyer. Je n'attends plus d'enveloppe. Je n'attends plus d'excuses qui ne viendront jamais. C'était moi avant. Celle qui pensait que l'amour se prouvait par la patience. Par l'endurance. Par le fait de rester même quand ça faisait mal. Mais j'ai appris que rester et disparaître peuvent se ressembler, vu de l'extérieur. Et je ne disparaîtrai plus. Il y a du pouvoir dans le refus. Pas le refus bruyant. Pas le refus dramatique avec des portes qui claquent. Mais le refus silencieux. Celui qui dit, vous n'avez plus le droit de me définir. Vous n'avez plus le droit de réécrire l'histoire et de me reléguer au rang de simple note de bas de page. Je ne l'ai pas. J'aimerais bien. La haine est pure. Aiguë. Mais ce que je ressens, c'est plutôt une distance. Une distance qu'aucune lettre, aucun avocat, aucune invitation à un repas de fête ne peut combler. Et c'est bien ainsi. Certaines personnes vous perdent lentement. D'autres vous perdent d'un coup. Au beau milieu de la nuit. Avec pour seul bagage un sac et une enveloppe pliée contenant la vérité. Elles ne s'en rendent pas toujours compte sur le coup. Mais elles ressentent toujours l'absence. Margaret appelle de temps en temps. Sa voix tranche toujours la journée comme un vent familier. Elle me demande ce que je prépare pour le dîner. Elle me parle de sa tension. D'une voisine qui chante de l'opéra sous la douche. On est vieille, Grace, dit-elle. Mais bon sang, on l'a bien mérité. J'y pense souvent. À ce que signifie vieillir, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Choisir la paix plutôt que la performance. Se choisir soi-même. Non pas par dépit envers les autres. Mais pour une fois, sans s'excuser. Je ne terminerai pas en vous disant que tout s'est arrangé. La vie ne fonctionne pas comme ça. Mais je peux vous dire ceci. Je n'ai plus peur du silence. Je n'appartiens pas à ceux qui ont tenté de me contrôler. Et si, en lisant ceci, vous ressentez une certaine familiarité, si au fond de vous, vous reconnaissez le bruit d'un tiroir qui se ferme à clé ou d'un papier signé à votre nom, sachez ceci aussi. Vous n'êtes pas trop vieux pour partir. Et ils ne sont pas trop puissants pour vous en empêcher. Vous avez le droit de partir. Même s'il est tard. Surtout s'il est tard. Et lorsque vous partirez, n'oubliez pas de laisser la porte ouverte. Vous pourriez être surpris de qui vous attend.